Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous traiter un sujet sensible qui touche la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Nous sommes là au cœur des enjeux géopolitiques qui concernent d'abord notre pays et puis la sous-région en rapport avec la France-Afrique et les enjeux d'autres grandes puissances économiques, commerciales et militaires. Je vais ici introduire les débats dans la communication politico-intellectuelle et militaire aux enjeux du dictateur Denis Sassou Nguesso dégage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit d'ailleurs pas d'avoir des bagages, quels qu'ils soient, mais il faut certainement savoir où les déposer. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Je vais ici déposer mes bagages dans le combat contre la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. La dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Parce qu'au moment où vous croyez que la cause est perdue, d'avance ou pas, est la surprise. Cette surprise est le foyer de votre lutte sans fin et en permanence. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du caractère sacré de la vie humaine, ni même du but de sa condition humaine, sociale et voire existentielle, intégrant les dimensions écologiques des cycles de vie énergie matière. N'oublions pas qu'il n'y a pas de paix ni de progrès de l'individu, encore moins des peuples sans lutte. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, seule la lutte libère. Pour commencer, je vous l'ai dit qu'être citoyen, c'est être informé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Je vous informe que Emery Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Boganda, Tombelbay, etc., etc., ils sont nombreux. Donc, Thomas Sankara, Isidore, Thomas Sankara, Thomas Sankara, Jerry Rawlings, Nelson Mandela. Et n'oublions pas Laurent Gbagbo et tous les autres, et qui certains sont tombés, et d'autres sont encore en vie. Mais n'oublions pas qu'ils étaient entrés dans l'arène de l'Afrique contre ceux qui sont venus nous trouver.
Ils sont venus nous trouver. On était chez nous, en Afrique, depuis la nuit des temps. On était chez nous. On n'est pas allé les trouver. C'est eux qui sont venus nous trouver. Ils nous ont même dit que nous sommes des Noirs. Or que chez nous, même au Congo, mon délai, c'est pas avec la couleur, ni... voilà. Donc ils nous ont imposé des races. Ils nous ont imposé ça. On n'est pas allé les chercher. C'est eux qui sont venus nous trouver. Et nous n'avons pas l'ADN d'aller conquérir ou aller faire la guerre aux uns et aux autres partout dans le monde. Ce n'est pas dans l'ADN, soi-disant, des peuples premiers. Historiquement, il y a eu des Européens qui sont passés en Afrique au cours du 15e, 16e, 17e, 18e siècle. Ils ont vu que dans ces contrées d'Afrique, il n'y avait ni mendiants, ni SDF, ni quoi que ce soit. Ils étaient là, maintenant on nous a imposé maintenant pauvres, pauvreté. On vient nous nourrir, on vient nous faire tout maintenant. On nous jette comme des enfants. Alors que, soi-disant, nous sommes les peuples premiers. Donc, il y a des soucis entre nous-mêmes et aussi envers ceux qui sont venus nous trouver. D'abord nous-mêmes. Comment cela se fait-il que depuis le commerce triangulaire, dans 9 cas sur 10, c'est nous-mêmes qui avons toujours été en coopération passive pour notre esclavage et colonisation. Il y a un problème. Nous sommes au centre d'un risque anthropologique. Demander à un arabe d'aller détruire son propre frère ou sa propre sœur, qui est pour l'intérêt général, la survie du monde arabe, jamais. Demander ça chez les Blancs, Européens ou Occidentaux, ou encore moins chez les Asiatiques, jamais. Pourquoi cela ne se passe que chez nous? La réponse est du côté du livre d'une Congolaise qui vit certainement ici en France, qui en 2012 avait à peine 21 ans. Elle s'appelle Ketia Katia Béatrice Bwanga, Safou Bwanga. Une Congolaise qui avait écrit que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Aujourd'hui, par exemple, les Blancs, les Arabes, les Indiens et les Asiatiques ont franchi certaines barrières de l'humanité, dont la raison, l'esprit critique, la conscience et de compagnie. Demander à un Arabe ou un Blanc ou à un Asiatique ou un Indien ou autre d'aller assassiner un président là-bas comme ça, un Noir demande, non, mais il va dire, c'est quoi, c'est quoi, c'est pourquoi. Oui, mais non, c'est facile, entre nous. Donc on est en permanence en risque anthropologique, d'où l'intérêt de repenser ce risque anthropologique pour ceux qui sont des essais d'évolution des espèces, dont l'espèce humaine. Pourquoi nous sommes prêts à détruire celui qui porte le fruit de la vérité, de la raison, de la conscience et même de la respectabilité interraciale. Mais là, rien. C'est un jeu d'enfant. Nous avions encore la chance parce que ce soit en Europe, où c'est les Blancs, ou en le monde oriental, que ce soit chez les Arabes, que ce soit chez les Asiatiques et autres, parfois, ils ont franchi la barrière de la raison. Parfois, on demande les cas de Sassou Nguesso qui a envoyé plein d'Asiatiques ou même d'Africains, on ne parle pas d'Asiatiques, d'Européens, autres, aller assassiner donc, certains ont dit non, mais pourquoi? Quelqu'un qui lutte pour l'intérêt universel, pourquoi aller l'éliminer? Il y a un problème. Maintenant, on fait ça.
Mais bien entendu, on présente souvent des individus qui sont déjà au terme d'associations sociales et autres. Voilà, mais au niveau de certains individus, qui s'assoient partout dans le monde, on dit non, c'est pas possible. Donc je voulais introduire là la problématique du risque anthropologique africain. Et donc ce risque anthropologique, nous devons l'argumenter et les nourrir. Parce que l'Africain veut toujours tuer l'Africain. Il est aux anges quand il s'agit d'aller aider les autres, nourrir les autres, servir les autres. Mais pour sa propre communauté, il est le premier à les détruire. Si bien qu'un grand intellectuel africain qui est encore en vie, il m'avait dit en 2003 que si et seulement si l'Europe ou l'Occident demandait à certains dictateurs de détruire toute l'Afrique noire, il les ferait. Alors, à l'inverse, prendre un Africain, demander à l'Européen ou Asiatique et autres pour aller détruire, il ne le fera pas. Donc vous devez en tenir compte de ce risque anthropologique. Nous sommes dans les risques anthropologiques. Tous ceux qui sont tombés en Afrique, au niveau politique, intellectuel et social et autres, on revient toujours à ces risques. Si bien que en 2011, j'avais même interprété la situation africaine comme celle des diables de Tasmanie. Vous savez, la Tasmanie, c'est une île qui est située à l'est de l'Australie. Il y a un marsupial, le Taj de l'Honnête, qui est là pour se battre, il est agressif et autres. Donc, si bien que le gouvernement australien, en 2011, avait séparé les diables de Tasmanie, parce qu'il faut quand même qu'ils mangent, il faut qu'ils donnent, ils s'entretiennent entre eux. Est-ce que nous sommes individuellement et collectivement programmés à s'autodétruire? Il y a un souci. Comment cela se fait-il que nous qui luttons contre les tyrannies, les notions les plus insignifiantes de l'État, des institutions, des constitutions et autres sont bafouées? Si bien que moi-même, Congolais, je ne peux pas avoir accès à mon passeport. Pour certains, ils attendent au moment venu, comme les cycles de vie, bourreaux, victimes. Demain, beaucoup de l'ancien régime de Sassou Nguesso vont avoir ces problèmes de passeport. Moi, je suis là, je n'ai pas le passeport. On a mis dans le système de passeport ici à Paris, à l'ambassade du Congo-Brazzaville, France-Afrique, que tous ceux qui contestent Sassou Nguesso n'auront pas droit au passeport. Ils ont mis des règles, des mécanismes complexes et qu'il ne faut même pas aller, puisque même moi qui avais eu la chance d'avoir un passeport biométrique en 2010, qui aujourd'hui, au point de vue biologique, je suis d'abord biologiste. Je comprends que c'est des empreintes digitales, génétiques et autres. En plus naturaliste et environnementaliste, je suis. Donc, ils ont mis des règles là-bas. Si vous allez là-bas, vous allez vous retrouver où? À quel endroit? On va vous inviter qu'il faut passer par une plateforme internet avec tous les systèmes de censure liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Donc, il s'agit d'une invitation d'aller se retrouver à l'ambassade du Congo-Brazzaville. Là-bas, si on vous invite, vous devez passer derrière un mur, aller là-bas. Mais qui va vous occuper là-bas? Vous allez passer peut-être 1 heure. Sachant qu'Aya Tonga va se retrouver à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, devant le guichet. Et déjà que j'ai fait une incursion il y a 1 an et demi, et que je suis passé là-bas, il y a eu un agent qui m'a traqué, qui m'a suivi et autres. Donc on est dans un environnement hostile et que 90% des vrais résistants contre la dictature sur la place de Paris, qui demain sont susceptibles de prendre le pouvoir, sont victimes de ça. Je vais me retrouver là-bas, on va m'envoyer derrière là-bas, où un agent m'a dit, Aya Tonga, n'y va pas. Tu vas là-bas, tu vas te retrouver dans une situation avec les méthodes que vous connaissez,
qu'on va t'éjecter. Quelque chose, tu sors là, tu es fini. Donc cette ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, ça devient un milieu anti-citoyenneté, anti-social, équinogène. Mais comment multiplier ces exemples à l'échelle de la France-Afrique et de l'Afrique, en rapport avec les régimes tyranniques en place qui sont sous les ordres de certaines puissances économiques? Mais dans le cas de la France-Afrique, il s'agit bien sûr qu'il y ait une situation France-Afrique. Même les pays d'Afrique anglophone ou lusophone ou autres, il n'y a pas de problème là. Il y a que des situations France-Afrique qu'il faut aujourd'hui la dénoncer. Aya Tonga va se retrouver devant dans l'ambassade et que donc M. Aya Tonga, alors que tout sera possible, que c'était vraiment, on veut faire vraiment la démocratie avancer. Aya Tonga, oui, il arrive comme tout citoyen congolais, il s'aligne, il met son empreinte digitale sur ce qui est là, avec son passeport biométrique qui date de 2017, mais données biométriques n'ont pas changé. Je ne suis pas un mi-temps, au point de vue biologique. Donc il faut mettre, ah oui, c'est lui, monter les papiers, vite fait. Tu as déjà les passeports biométriques, voilà. C'est bon, on attend venir. Voilà. Donc, mais là, il n'y a pas. Il faut passer par des plateformes de sélection. C'est toute une organisation anti-État, anti-système, anti-ceci, qui aura des impacts pendant la chute et des Sassou Nguesso. Parce que quand les mots, les injures, les menaces, les alertes, ils ne suffisent plus que les dangers approchent. Parce qu'il y a certains qui attendent que le moment venu, quand ça va tomber, les passeports, qui soient, seront caduques. Avec l'air liste noire, vous allez venir voir que la France va monter aux yeux de tous les médias de France, d'Occident, que voilà, au Congo, à Paris, qu'il y a plein de 2, 3 000, 5 000 personnes qui ne peuvent même plus aller au Congo, ni visa, ni passeport. Comment on va faire? Puisqu'on est là, on est à l'os. Donc on les renvoie. Dites à toutes les préfectures que cette situation, que les gens qui sont là, les activistes, voilà la réalité. Ils n'ont pas fait. Les autres sont là, ils souffrent. Certains se sont naturalisés des pays, d'autres sont devenus des apatrides, d'autres sont papiers, d'autres sont les pays périphériques, ils sont allés dans d'autres pays. Et donc c'est la situation qui est dans le monde des causes et des conséquences de la règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, mais surtout quand vous employez les moyens de l'État. On n'est plus là. On leur a dit, envoyez toutes les lettres à une décision au niveau des préfectures, que ceux qui ont des problèmes de passeport, qui sont là depuis des années, qui ont ces problèmes. On a vu même des gens qui sont là depuis 60 ans, qui ont des enfants, petits-enfants et autres qui font offrande, qui sont dans la situation parce qu'on les a vus dans une manifestation contre le régime de Brazzaville, c'est-à-dire contre la France-Afrique quelque part. Vous allez avancer où avec ce genre de comportement? Donc, je n'étais que là pour la parenthèse des risques anthropologiques et qui est renouvelable et qui, à chaque fin de dictature d'Afrique, et surtout pour notre pays, le Congo-Brazzaville, c'est-à-dire la situation qui va arriver. Et donc, ceux qui sont ici, donc on les invite à tous de prendre la nationalité. Préparez-vous à prendre la nationalité, à rester en France. Parce que même pour le visa, pour certains, vous n'aurez même pas le visa, que ce soit vos enfants, petits-enfants et autres. Je vous dis la vérité, je suis qu'un lanceur d'alerte. L'enjeu est de créer le buzz mondial pour 50 ans. Ce qui s'est passé. Donc, attention, ça soit à plus d'ennemis. C'est un environnement où il y a déjà 9 Congolais sur 10 qui est susceptible de reprendre le pouvoir au Congo ont été victimes de cette tyrannie France-Afrique. Donc, on est au cœur de ces risques anthropologiques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je reviens sur la situation des anciens qui sont tombés dans l'Émirie Pati Lumumba, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Boganda, Tombelbay, Isidore Thomas Sankara, Jerry Rawlings, bon, voilà, il a réformé, ça c'est, voilà, donc Nelson Mandela, Laurent Gbagbo et tout compagnie. Bon, ils étaient rentrés dans l'arène, sauf Mandela qui avait compris les enjeux. Parce qu'on ne va pas rentrer dans l'arène comme ça. Mais bien entendu, ces gens-là avaient déjà fait les révolutions intellectuelles et politiques. Mais ce que certains n'avaient pas su ou anticipé autre, ce fut d'abord ce que j'ai devenu moi
comment on peut dire ça, les règles du jeu. On peut certes faire sa révolution intellectuelle et sociale, mais il faut en tenir compte des règles du jeu. Si vous ne connaissez pas comment fonctionnent ces règles du jeu, comme je vous l'ai dit que les gros poissons mangent des petits poissons, et que dans l'évolution des espèces, l'intelligence n'est pas celle du plus fort ou du plus... voilà, donc c'est celui qui s'adapte au changement. Donc nous, avec les anciens, ils avaient certes ces courants réactionnaires et par rapport aux fluctuations, automatismes et tout ce qu'ils ont subi, mais ils n'avaient pas anticipé ce qu'on appelle les règles du jeu, de ce monde brut. Mesdames et messieurs, donc nous allons entrer là déjà pour mettre la dimension déjà de la révolution intellectuelle et sociale que je vais ici vous décrypter succinctement parce qu'on aura d'autres débats en termes de révolution intellectuelle et autres. Parce qu'on ne peut pas lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, ni faire la révolution sans la révolution intellectuelle. Sans révolution intellectuelle, il n'y a pas de révolution sociale. Même si par insurrection ou action armée, mais il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est la révolution intellectuelle. Jerry Rawlings, quand il a fait son coup d'État et tout compagnie, il avait déjà fait sa révolution intellectuelle. Il savait bien ce qui devait se passer. C'est que je vais vous expliquer. Thomas Sankara d'ailleurs, et peut-être Martin Ngouabi pas, mais il était un peu, quand je sais un peu de voir historiquement, mais je vois que Martin Ngouabi n'était pas aussi. Voilà, donc, mais il y a eu plus au-dessus que lui, comme peut-être Lumumba aussi. Bon, Lumumba, il avait ça, mais il n'avait pas aussi la révolution intellectuelle. C'était des réactions anti-colonialistes, anti-esclavagistes, voilà, mais il n'a pas fait sa révolution intellectuelle. Mais n'oublions pas aussi qu'il n'avait pas aussi anticipé les règles du jeu de ce monde brut, où les gros poissons mangent les petits poissons, et que dans la nature, il y a des formes d'adaptation. Il faut voir comment s'adaptent les bancs de sardines, des poissons, non, on peut tout trouver. Donc il y a des règles qui sont là. Il faut comprendre les systèmes d'adaptation en fonction des enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, hier, j'étais là en train de me promener quelque part, et j'ai fait ce chiffon. Pourquoi ce chiffon? Il est là. C'est un chiffon. Hein. Je parle d'un chiffon. Bon, pour certains qui croient que ce n'est pas un chiffon, bon, c'est bien. Ben, chiffon, pourquoi? Parce que je repense toujours à Chamberlain. Quand il était parti pour signer la paix avec le nazisme, les socialistes, le socialisme, comment on appelle ça bon, bref. Les nationalistes et les socialistes d'Adolf Hitler, voilà. Donc pour la paix, donc il fallait aller signer la paix. Et Churchill avait dit que bon ben... Chamberlain a voulu la honte, il aura les déshonneurs. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc, bon, donc il y a des choses qu'on ne peut pas chicher comme ça si on ne comprend pas les règles du jeu. Et donc, voilà, la suite on la connaît. Hein. Churchill, parce qu'au cœur de cette affaire-là de Churchill, il y a eu une bataille. Attends, c'est terrible là, pour arriver que l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Europe soient sauvées. Mais Churchill fut quand même quelqu'un, attends, il fut têtu, hein, c'est un têtu. Ce fut un têtu. Mais il avait déjà sa révolution intellectuelle, sa révolution sociale, la révolution militaire, la révolution des histoires. Donc si vous ne pouvez pas rentrer dans l'arène comme ça, et faire, si vous n'avez pas la révolution intellectuelle, entouré des cerveaux, des gens, plus la révolution sociale, la révolution militaire et patriotique, et autres, c'est fut la synthèse en réalité. Donc ce sont des gens qui parfois on croit que bon, il n'est rien, voilà. Donc on n'y croyait pas.
Bon, certains qui me découvrent aujourd'hui qui est du pays, bah, ben, certains oublient qu'Aya Toga fut quand même un étudiant qui a été au cœur des enjeux de la guerre froide au Congo-Brazzaville. Pendant ces années, la fin des années 85 à 90, j'étais au cœur, hein, j'ai dirigé les mouvements estudiantines pendant la fin de la guerre froide. Depuis l'explosion de ces trucs de Tchernobyl, en passant par la perestroïka et la fin du mur, j'étais au cœur à la faculté des sciences, au Congo-Brazzaville. Donc vous connaissez bien avant d'aller au lycée et rentrer en France. Donc vous les saviez très bien. Mais je vais ici vous dire que ce truc-là que j'ai écrit, parce que j'ai vu, attends, j'ai écrit 2021 au Congo-Brazzaville. Et après, j'ai raturé, j'ai dit 2021-2022 au Congo-Brazzaville. Et voilà ce que j'ai écrit. Hein? J'ai écrit ça vraiment d'une écriture. Vous pouvez les voir. Attends. J'ai marché et j'écrivais ça dans la rue. Voilà. Donc, il est arrivé les idées comme ça, voilà. J'ai écrit ça, il faut que je retrouve ça. Au moment où la partie la plus éclairée du Congo-Brazzaville, en ce début du XXIe siècle, cette partie représente le demi-État, c'est-à-dire des intellectuels, politiciens, diplômés et autres qui, quoique le fait d'être diplômé, d'avoir été en Occident ou étudié à l'université Marangouabi ou avoir eu des diplômes, qu'on est habilité à faire la politique. Eh bien, ils n'oublient pas leur état d'esprit, conviction. Mais en réalité, ce sont des girouettes. Et quoique le fait d'avoir des diplômes vous habilite à être homme politique et créer des partis politiques. Mais il faut dire la vérité au peuple congolais. Nous avons une élite corrompue qui est sensible aux intérêts particuliers partisans, aux conflits d'intérêts dans les réseaux francs-maçonniques, aux guerres des égaux, à la jalousie, à la méchanceté gratuite. Et n'oublions pas les enjeux géopolitiques nationaux, c'est-à-dire les tribalismes et les ethnocentriques inconscients. Chacun veut avoir le pouvoir dans sa géopolitique, soit nord ou sudiste. Mais les mêmes sont toujours avec Sassou Nguesso aujourd'hui, qui les sert depuis la nuit des temps, et qui souhaitent toujours à trouver le bouc émissaire, qui est la responsabilité, est toujours du côté du pouvoir en place. Mais ils n'oublient pas que c'est eux qui nourrissent certainement le régime des Sassou Nguesso. Sinon, comment cela se fait-il que depuis la conférence nationale, en passant par la transition, et n'oublions pas l'arrivée du pouvoir de Pascal Lissouba, les 12 000 du PCT qui, pendant la conférence nationale, avaient crié au effort contre Denis Sassou Nguesso, contre les systèmes PCTistes et nordistes, ce sont les mêmes qui, après, s'étaient retrouvés chez Lissouba et qui étaient là en train de complotiser contre le régime de Pascal Lissouba. La suite, on la connaît, le coup d'État sanglant France-Afrique. Puis, l'arrivée au pouvoir de le retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso et ses impacts actuels qui, beaucoup du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont cédé à leur liberté et dignité, à leur conviction, à leur même intellectualité. C'est ça, on range du côté d'éducateur. Mais c'est la réalité qu'il faut les dire. Comment nous allons combattre un régime qui ne cesse de briser des millions de vies, de se endettés pour rien, une nation, de la ruiner et de la détruire, sans que, individuellement et collectivement, tant au niveau intellectuel, politique et militaire, de l'État, des gens qui ont été à l'école, puissent sauver l'intérêt général, le bien commun. C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au moment où nous, peuple congolais, avions tout compris de ces pseudo-élites, de ces pseudo-diplômés, de ces diplômés, de ces gens qui ont abandonné tout
de leurs convictions, de leurs principes et valeurs, de leur sens même de l'humanité ou de leur part de l'humanité. La raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission de certaines valeurs de liberté, de justice et de progrès. Mesdames, Messieurs, au moment où je vais écrire cette note, je vous informe que l'offensive générale contre le régime de Denis Sassou Nguesso est dans la convergence des luttes, celle de l'élaboration d'une nouvelle conception du nouveau Congo, de l'Afrique équatoriale et de l'Afrique tout entière. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si nous voulons s'attraper le régime tyrannique et criminel de Brazzaville, l'Église du Congo et nos partenaires religieux dans l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et autres deviennent les principaux soutiens moraux et spiritualistes ou spirituels du nouveau Congo. Mesdames et Messieurs, l'essentiel de la période tourmente de notre histoire, qui aujourd'hui est celle de la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso, devient un enjeu primordial militant, politique, civil et militaire à la fois. Et quelle que soit la religion d'appartenance au Congo-Brazzaville, l'enjeu est de poser ou de transformer toutes les luttes envers la révolution intellectuelle et sociale. Bon, j'ai écrit ça vraiment, c'était vraiment, voilà, je vais mal passer, c'est des trucs qu'on écrit, comme ça, des idées qui arrivent, mais j'ai écrit ça comme ça, voilà. Donc, je vais ici vous parler, en fait, de la révolution intellectuelle. Parce qu'au Congo, on confond l'intellectuel et les diplômés, ou le fait d'avoir été à l'école, ou avoir eu des diplômes, ou super diplômé, on est intellectuel. Non, c'est pas ça. Il faut distinguer l'intellectuel et les diplômés, ou les lettrés ou autres. L'intellectuel est différent du diplômé ou des lettrés. Je vous informe pour avoir une idée. En France, il y a des intellectuels de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, des nationalistes, des régionalistes, des indépendantistes, des négationnistes, des sécessionnistes, donc il y a de tous les courants de pensée. Et ces gens-là, parmi sur l'ensemble de la population française, qui doit couvrir déjà au moins 67 millions d'habitants, mais quand on parle en termes d'intellectuels, ils sont moins de 1 million. Donc il faut distinguer. Mais ce sont des gens, ce sont des lettrés libres et engagés, c'est-à-dire ils sont engagés à des causes qui trouvent juste dignes, légitimes ou non, plus ou moins partagées. Ce sont des gens qui disent, voilà, j'ai la connaissance, j'ai le savoir, j'ai l'espérance de vie, j'ai pas les choses, hein, voilà. Donc il y a des racialistes, il y a les survivalistes, hein, tu vois, les survivalistes, les survivalistes, les survivalistes. C'était un mouvement, par exemple, dans les années 60, pendant la guerre froide, hein, j'ai connu ce mouvement. Hein. Moi, je l'ai appris au Congo, je savais ça, parce qu'en fait, c'était comme on était à la guerre froide, on dirait, bon, on va certainement détruire la planète, il y a une bombe atomique, et on va détruire la planète, c'est ce genre-là. Mais aujourd'hui, on parle des néo-survivalistes, c'est-à-dire les gens qui prennent la sortie du système économique et monétaire actuel et se mettent au service de la nature.
Donc ça, c'est les néos. Les anciens, c'est ça. Donc il faut vraiment distinguer, d'où l'intérêt de l'intellectualité. Donc l'intellectuel, c'est un être engagé qui fait part de ses opinions, de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Et pour ma part, je l'ai toujours dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de la partenance. Mais contre l'intellectualité, on peut se dire que l'intellectuel peut être aussi un citoyen. Oui, citoyen, c'est celui qui a des droits et devoirs. Alors que le sujet, l'indigène et l'esclave n'a que des devoirs. Il n'a pas de droits. Or, le citoyen a des droits et devoirs. De lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Contre l'ordre injuste autre qu'il trouve. Donc, c'est un combat permanent. C'est le combat permanent. Donc, l'intellectuel dégagé, ça veut dire qu'il est libre de ses choix. Il peut lutter pour une cause ou pour plusieurs causes. D'où le différentialisme entre l'intellectuel engagé et l'intellectuel dégagé. Dégagé, il devient un citoyen universel. Parce qu'il est partout sur tous les combats qui touchent la politique, la démocratie, le social, l'économie, les finances, l'écologie, l'existentialisme, c'est-à-dire le but même de notre existence, la protection des sources en eau potable, la nature, de toute la biodiversité et tout compagnie. Vous avez tous les courants. Aujourd'hui, on peut en discuter parce que ce sont des sujets qui sont vastes et globaux. On ne peut pas les introduire comme ça parce que moi, au départ, je suis d'abord biologiste, puis naturaliste, et puis environnementaliste. Et aujourd'hui, je suis toujours dans ces courants-là. Donc, on ne pourra jamais m'échanger dans cet écosystème de transformation majeure. Donc, je définis là l'intellectuel. Donc, vous ne devez pas sortir nulle part et je vous dis intellectuel. L'intellectuel est en rapport avec la révolution intellectuelle. Et qu'est-ce que c'est la révolution intellectuelle? De mon point de vue, la révolution intellectuelle est d'abord l'expression de l'évolution du niveau d'éducation et de culture générale d'un peuple dans une société ou nation donnée. Est-ce que dans ce pays, les gens ont acquis un certain nombre de savoirs et de connaissances? La culture générale, par exemple, un gamin en Occident européen connaît plus des animaux africains qu'un gamin africain qui est là-bas. Quand vous êtes à Brazzaville, vous avez passé là, il y a des gens qui sont là depuis que je suis enfant, depuis des années, ils n'ont jamais sorti de Brazzaville, ils sont là. Beaucoup, alors que la nature est là, ils vont au village, ils voient qu'ils arrivent là-bas, ils se disent qu'ils sont des citadins. Même la nature est là, ils ne vont pas, ils sont là, ils restent au village, ils vont faire leur truc habillés et autres. Donc c'est quoi ici? Alors que quand vous voyez dans tous les écosystèmes sociétaux, où il y a les niveaux d'éducation et de culture générale, on se dit que voilà, la nature, c'est l'espace, et qu'il faut certainement chercher à l'observer, à le comprendre et aussi à découvrir et à analyser, puisque pour inventer le futur, il faut tout simplement protéger la nature et l'humain. Donc vous ne pouvez pas aller dans vous ne pouvez pas être dans la révolution intellectuelle sans avoir le minimum des niveaux d'éducation ou de culture générale qui touchent les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, l'histoire, la géographie, l'anthropologie, l'ethnologie, les traditions, cultures, sociétés, la vie des uns des autres. Donc, société, on va apprendre tout. On arrive dans un endroit où on fait la fête et vous rentrez là dans la mêlée. Vous dites non, mais vous apprenez comment les mœurs, les rites, les divinités et autres. Donc, donc c'est ça qui fait le niveau de
d'intellectualité d'une société ou nation donnée. Quand on va au Congo, les niveaux d'intellectualité est très bas. Bien entendu que le dictateur, depuis ces 23 dernières années, a structurellement organisé et managé un peuple d'ignorants, de voleurs et d'assassins. On voit bien les résultats. Quand on voit les niveaux de réflexion et au-delà, voilà, donc on ne peut pas aller à l'émergence sans culture générale ni niveau d'éducation. Tout régime politique doit investir dans le savoir et la connaissance. Au Congo ou en Afrique, par exemple, en Chine, il y a 2 millions d'ingénieurs qui sortent des écoles chaque année. Mais nous, au Congo, en Afrique, il y a 10 millions de pasteurs qui sortent chaque année. Mais quand il arrive des situations, que ce soit de Covid-19 ou de bioterrorisme, que ce soit des complots contre l'Afrique ou les complotistes autres, c'est le terrain qui nourrit. Parce qu'il n'y a pas de... On ne nourrit pas les débats. On ne nourrit pas les débats. Sur tout le plan, que ce soit médical, scientifique, social, politique, financier et tout compagnie. Non, il n'y a pas. Il faut des gens capables de... Parce que ça s'acquiert dans le niveau d'éducation, depuis l'école primaire, collège, lycée, université et de l'éducation dans la culture générale. Mais auparavant, en Afrique, on racontait des contes, même plus ou moins on s'est trompé, parce que moi, historiquement, même si on dit que, bon, maintenant on avait des contes et autres, parfois j'ai remarqué que c'est comme on raconte au village, parfois j'ai vu beaucoup de trucs qui étaient vraiment faux, parce que, comme disait Amadou en Parteba, que quand un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui disparaît, mais au niveau des neurosciences. Le cerveau, moi, il y a la limitation. Hein? Donc, on ne peut pas savoir, quand je demandais, par exemple, que ça, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Bien entendu, mais je demande si c'est passé à quelle année. Il est capable de dire l'année. Il va parler, par exemple, c'était la période des pluies, mais c'est quelle année? Donc, d'où l'écriture est très importante. Et tout ce que nous faisons pour le Congo et l'Afrique de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je voulais informer que la révolution intellectuelle est d'abord l'expression du niveau d'éducation et de culture générale d'un peuple. Mais la révolution intellectuelle est aussi l'expression de l'évolution du niveau de la contradiction ou de l'esprit critique ou d'autocritique d'un peuple ou d'une société donnée. Et est-ce que le fait de contredire quelqu'un ou un régime politique et tout compagnie signifie que vous devenez l'ennemi de ce régime ou même à défaut, on vous tue quoi. Vous savez, quand Yatoga arrive au Congo, il n'aura que 3 choix. J'arrive au Congo aujourd'hui, il faut les dire. Que demain, si j'arrive là-bas, mon frère, tout a changé. Maintenant, on vient de pleurer. Ah oui, non, mais c'est quoi? Quoi que moi, je suis naïf. Hein? Non. Si je vais au Congo, qu'est-ce que j'aurai comme choix? J'arrive, je vais être interrogé par la famille DGST. Je vais passer des heures, on va savoir là-bas. Mais ils ont déjà leur objectif, l'éliminer. Donc, on va te dire, non, tu te soumets. Ou on va te dire, on va te suivre, on va te faire tout ça. À défaut, tu es tué du coup, tout de suite, empoisonné, ou à défaut, on va chercher à acheter ta conscience, ça devient un trophée. C'est tout simplement pour l'éliminer après. Donc on n'a pas de dessus. On est d'accord. Puisque beaucoup sont passés par là. Même ceux qui me lancent des défis. Ah, mais tu parles à Paris là-bas, viens. Non, c'est chez moi, j'ai 99% là-bas. Des messiens, qu'ils soient des soldats ou à l'officier supérieur, qu'ils soient du fonctionnaire au fonctionnaire, qu'ils soient du commandementaire, de toutes les autres. Mais pourquoi vous me laissez les défis? C'est que beaucoup sont allés là-bas, il ne s'agit pas de lancer des défis. En plus, vous êtes là, vous faites ça dans les profils un peu... Voilà, donc ça ne sert à rien. Vous perdez votre énergie pour rien. Donc ça ne passe pas parce que nous sommes à l'étape de l'esprit, on a déjà franchi ces barrières. Vous perdez votre temps, vous perdez votre vie à se faire du mal vous-même, mesdames et messieurs. Donc, il faut se dire que la critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience. La conscience psychologique, c'est-à-dire celle de la raison, c'est-à-dire de douter, de se structurer, d'organiser, et autres, voilà, beaucoup de choses. Ou la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Mais on revient toujours à la révolution, d'abord, de
du niveau d'éducation et de la culture générale. Chacun a son espérance de vie. Je peux faire dans l'esprit critique, comme disait Albert Einstein, je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont répondu non. C'est grâce à eux que j'ai moi-même dit non. On peut arriver à quelque chose, je dis non, non, merci. Demain, il t'a dit non, merci, mais demain, tu peux lui dire non, merci. Cela ne veut pas dire qu'il devient l'ennemi. On est là pour ajouter les neurones et tout ce qui est des barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. On est des humains, on n'est pas des animaux. Où l'instinct commande, l'animal attaque, parce que l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme, c'est-à-dire qu'il a franchi déjà les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de l'intégrité physique et morale, du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine existentielle et sociale, des enjeux globaux, qu'on est là en train d'avancer parce que nous avons acquis ce niveau d'évolution qui nous a doté, nous, l'homme, d'une grande masse encéphalique totale, c'est-à-dire le néocortex, ou réseau, selon le psychisme, la raison, le langage, la pensée et autres. Donc vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peu de problème. La révolution intellectuelle est en rapport avec celle des idées, de la pensée, des courants de pensée, idéologiques, politiques, sociaux, culturels, économiques, sociétaux et voire existentiels. Et cette révolution intellectuelle est enfin la conjugaison des idées, des courants de pensée, de la culture générale, bien sûr, que je vous l'ai dit, des convictions, des idéologies, des utopies, des nouvelles interprétations et expressions, et voire des visions du monde. Vous savez que la pensée, c'est surtout faire entrer un ou des facteurs entrants en des résultats. Donc tu penses quelque chose ou une idée, tu penses et tu le fais, et il faut la transformer en un facteur entrant, c'est-à-dire en un résultat, qui peut être un produit, qui peut être un courant de pensée, qui peut être un projet politique, qui peut être et tout ce qu'on transforme. C'est ça la matière qui pense, le cerveau. N'est pas un fardeau, c'est une ressource. C'est plusieurs applications. Mesdames, messieurs, peu comprendre. Donc la révolution intellectuelle, et cette conjugaison de tout ce que je vous ai précité, met en lumière ce que nous définissons à l'échelon macroéconomique, le progrès social, la transgression de la société, les luttes sociales et tout compagnie, ou l'évolution des sociétés. C'est là on revient, il faut que les gens agitent leur nerfs. On ne peut pas priver les gens de leur liberté d'opinion, d'expression, d'association et autres, ça ne peut pas. En Occident, vous voyez, Ayatonga critique plus ou moins la France-Afrique, qui cherche à la transformer et autres, mais je ne suis pas en danger, je ne suis pas venu me chercher pour m'éliminer, m'assassiner. Si on vient m'éliminer, je vous l'ai dit, c'est soit les réseaux de Sassou Nguesso ou de sa France-Afrique. Et ça rentre au cœur des affaires criminelles. Ça, c'est sûr et certain. Mais au niveau intellectuel, il y a des gens en Occident, quand ils voient, parce que je suis déjà la moitié de ma vie en Occident. Donc, vous voyez déjà que je ne suis plus l'esprit africain, mais je suis aussi l'esprit occidental. Donc, j'ai un état d'esprit, d'une certaine espérance de vie. C'est mon existence. Parce que quel que soit l'enjeu, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Qu'elle soit raciale, France Afrique ou pas, ou autre, Congolais, autre. Donc, on est au cœur des transformations majeures. Mesdames, Messieurs, la révolution intellectuelle, oui, est celle de la signification de la révolution sociale, puisque c'est elle qui induit, qui provoque la révolution sociale. Et qu'est-ce que c'est la révolution sociale? Parce que la révolution sociale, c'est l'interprétation ou l'expression du but même de la condition humaine. La condition humaine, c'est quoi? Les besoins fondamentaux de l'humanité. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à la vie, nanana. Donc c'est ça. Mais il faut la penser, il faut la mettre en pratique. Donc,
La révolution sociale naît de la révolution intellectuelle. D'ailleurs, en 1789, pendant la Révolution française, elle fut d'abord la révolution intellectuelle. Des grands intellectuels comme les Diderot, les Rousseau, les Voltaire et tous ces gens-là. Et tous ceux qui avaient pris le concept de la révolution intellectuelle, ils ont interprété ça dans le cadre de la révolution française, qui fut en réalité les courants de pensée, même si ceux qui ont dit non, mais c'était les réseaux francs-maçonniques qui ont pris la voilà, non, ça c'est toujours les complotistes, mais en réalité, cette révolution française naissait de la convergence des luttes. C'est d'abord la première entre la révolution intellectuelle que les gens avaient appelée, vous avez par exemple vu la terreur révolutionnaire de Robespierre. Ce fut l'expression de ce que Jean-Jacques Rousseau avait écrit déjà à la moitié du XVIIIe siècle sur le contrat social entre les principes de la souveraineté des peuples, la terreur révolutionnaire et tout compagnie. Donc les gens appliquent ce qu'on écoute. Et cette révolution intellectuelle a induit ce qu'on appelle la convergence des luttes, puisque le peuple faisait pression. On était entre le clergé, l'Église catholique, qui, oui, commençait à s'effondrer, et puis la bourgeoisie, représentée par le régime en place, n'oublions pas le tiers-État, c'est-à-dire la classe moyenne actuellement aujourd'hui. Donc, toutes ces convergences de lutte a voulu abolir les privilèges, mais n'ont pas pu abolir les privilèges. Et donc, à ce moment-là, le peuple a dit non, c'est pas possible. Donc, il s'est révolté contre le tiers-État, contre la bourgeoisie et le régime en place. On arrivait à guillotiner le roi et sa Marie-Antoinette. Le roi, lui, c'est sa Marie-Antoinette. Ce qui risque d'arriver au Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, sans révolution intellectuelle, il n'y a pas de révolution sociale construite. Parce que si aujourd'hui on se met dans la rue pour chasser sa suggestion, ou pour faire tout ce qu'on va faire, mais on va faire quoi après? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, ni des lendemains à construire et des futurs à défier. Donc nous on dit que bon, si ça sous-tend, on va rentrer dans une transition politique et militaire, tout le monde, on va réformer une nouvelle nation dans une société qui a fut abîmée par ces gens depuis nos enjeux France-Afrique. Il faut intégrer la dimension sous-régionale, l'Afrique centrale et tout compagnie pour faire rêver les gens. Il faut que les gens rêvent. On ne peut pas que rêver ici en Occident ailleurs et priver les Africains à l'échelle de l'Afrique francophone, ne pas rêver alors que le monde anglophone d'Afrique rêve. Mais nous, en Afrique centrale ou francophone, on ne peut même plus rêver. Ce n'est plus possible. Donc si on nous empêche ça, on passe par les rapports de force, dont la révolution intellectuelle et sociale et même militaire qui est inéluctable, puisque la puissance de feu ou militaire ou des renseignements et autres n'est plus que tributaire de la France, mais il y a d'autres enjeux qui sont là, d'autres puissances qui donnent les informations pour mettre en état de nuit la France, à l'échelle de son précaré qui n'a pas su depuis qu'elle est rentrée par effraction la fin de la Seconde Guerre mondiale avec son droit de veto, n'a pas su se transformer comme fit des cas de l'Angleterre et d'autres puissances. Voilà, donc c'est elle qui doit comprendre que tout a changé, que toute chose a toujours un début et une fin, que toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui est à la tête qui en est responsable. Le problème n'est pas l'Africain et autres. Vous avez entendu ce que vous avez fait depuis les indépendances et qu'on a vu ce qui s'est passé et que vous avez entendu que je vous dis que l'Afrique devient l'enjeu global en dehors des enjeux des grandes puissances qui sont la France, l'Union européenne, la Chine, les Américains, la Russie et tout compagnie. Nous là-bas on n'est pas dans l'ADN de la conquête, on est l'ADN que venez tout le monde pourvu qu'on reste en paix, ensemble. Vous avez tout compris? Donc la montée en puissance de l'Afrique tout au long de ce 21e siècle qui est inéluctable et tout au long du 21e siècle va repenser les nouvelles dimensions de l'existentialisme. L'existentialisme
universelle ou humaine, puisque nous allons mettre des processus en Afrique. Non, mais prenez un peu du temps, hein. Restez humble, libre, digne, et faites là-bas. On ne va pas aller faire la course au temps, à l'argent et autres. Non, là-bas, non. Vous, depuis 500 ans, vous avez imposé à l'Afrique un rythme insensé. Heureusement que le Covid-19 est passé par là pour calmer un peu. Mais vous avez imposé. Il faut aller. Non, comme si c'est une course contre la montre. Alors que depuis cette terre existe, je vais parler du point de vue scientifique, parce que je reste dans le cadre scientifique, parce que c'est-à-dire, oui, bon, ça depuis le temps, bon, il y a 4,6 milliards d'années, naissait la Terre, 3,8 milliards d'années naissait la vie sur Terre, et puis arrivé les premiers êtres, depuis le Précambien, il y a 800 millions d'années avant Jésus-Christ, passé par l'ère primaire, hein, le secondaire, le tertiaire, le quaternaire, le paléolithique, les néolithiques et l'Empire chinois, l'égyptologie, l'Empire grec, Jésus-Christ, puis l'Empire romain, Mahomet, l'islam, et l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle, et le 22e siècle nous ont encoqué à... C'est-à-dire, si on prenait l'histoire de l'humanité, nous sommes que là. Nous sommes que là. Tout ce que je vous ai dit, on est là. On a encore tout ça. Avec les mélanges, les métissages, les enjeux écologiques et autres. Donc on a plein d'autres enjeux existentiels. Mais pourquoi vous voulez foutre en l'air? Parce que vous avez acquis les niveaux, les savoirs, les connaissances et autres que les autres ont compris. Donc nous devons repenser l'Afrique francophone, qu'elle devienne l'enjeu d'évolution globale à l'échelle de l'Afrique, en tenant compte que nous ne sommes pas en guerre contre qui que ce soit, ni contre les Arabes, ni contre les Blancs, ni contre les Asiatiques et autres. Vous venez quand il y a l'Afrique, voilà. Donc on ne sait pas comment la nature nous a placés là, comment elle peut collecter les espèces qui sont là, des milliards et milliards d'espèces, et aussi les espèces humaines. Parce qu'en réalité, les blancs, les noirs, les jaunes, on sont des espèces humaines. Donc vous allez faire quoi? Donc on n'est plus là, mesdames, messieurs, peuple congolais. Historiquement, la révolution intellectuelle a toujours été au centre de la lutte des classes sociales, du combat contre l'obscurantisme et des enjeux d'évolution et des nouvelles synthèses des sociétés nouvelles. Mesdames et messieurs, je vous remercie. À bientôt.